Ah, les hommes, hein, on le surprend en train de proposer quelque chose d'indélicat. Et le monsieur qui dit tranquillement, tout est sur contrôle. Et pour voir la suite, rendez-vous lors des différents programmes sur RTI 1. Matin Bonheur se poursuit. Le premier consultant qui s'est installé sur notre plateau se nomme Dr Brao. Avec lui, j'ai envie de dire professeur parce que tous les jours, nous avons droit à de véritables cours, de véritables leçons. Docteur, bonjour. Bonjour, Naomi. Merci d'être avec nous. Aujourd'hui, parlons des différents circuits de financement et le fonctionnement des marchés financiers. Et comme je le disais à l'entame de la présentation, c'était qu'avec vous, on prend beaucoup de plaisir à suivre des cours. Et j'ai envie de dire, professeur, comment pouvons-nous introduire ce thème? Ben, nous pouvons, bonjour chers téléspectateurs déjà, pas politesse pour vous. Et puis en fait, il faut introduire ce thème-là par le fait que nous ambitionnons, n'est-ce pas, notre pays être émergent à l'horizon 2020, même s'il y a débat là-dessus, mais on a quand même la ferme volonté. Et cela passe par, hier, le ministre Mabry Touakeus l'a dit, cela passe par une véritable politique d'industrialisation. Cela sous-tend que nous mettions en place vraiment des investissements massifs. Alors, or, pour investir, il faut avoir le financement. Donc, il est vraiment important, il est vraiment opportun que les téléspectateurs, tout ce qu'on appelle en économie les agents économiques, c'est-à-dire vous et moi, ceux qui veulent investir, sachent quels sont les circuits de financement possibles qui s'offrent à eux. Et donc, c'est pour cela que je trouve que le sujet est utile. D'accord. Et si aujourd'hui on veut mieux comprendre ce thème, on peut parler des modalités de financement et des acteurs économiques. Effectivement. Au niveau des modalités concernant les circuits de financement, il faut faire une distinction nette entre... c'est des thématiques qu'il va falloir appréhender, apprivoiser pour pouvoir comprendre le sujet. D'accord. En économie, il y a deux catégories d'agents économiques. Les agents économiques, c'est vous et moi en fait. Au lieu de dire des personnes, nous disons agents économiques. Ah d'accord. Voilà. Il y a deux catégories. Il y a des agents à capacité de financement. Ça veut dire, à la fin du mois, Naomi, elle a dépensé moins par rapport à ce qu'elle a reçu. Donc Naomi dégage, on va dire, une épargne suffisante pour pouvoir soit financer ses affaires ou pouvoir les prêter à quelqu'un. Donc on vous appelle dans ce cas-là un agent à capacité de financement. Voilà, parce que vous dégagez des ressources supplémentaires. A contrario, ceux dont les ressources sont inférieures aux dépenses, on les appelle les agents à besoin de financement. Donc il y a cette première distinction, n'est-ce pas, à faire pour que nous puissions comprendre. D'accord. On parle aussi de distinction entre le financement interne et externe. Voilà, il y a aussi une distinction nette qu'il faut établir entre le financement interne et le financement externe. Le financement interne, voyez-vous simplement, c'est l'autofinancement. Ça veut dire, vous avez votre boîte, vous avez dégagé un bénéfice et vous décidez d'utiliser ce bénéfice-là pour accroître les capacités de production de votre entreprise. Donc, vous ne cherchez pas l'argent dans une banque. Lorsque vous vous tournez vers la banque ou le marché, on parle de financement externe. Et là, même au niveau encore du financement externe, il y a le financement externe direct. Ça veut dire les bourses. Ça veut dire c'est extérieur à l'entreprise. Mais c'est direct parce que nous disons que le financement externe est direct. Parce qu'en bourse, par exemple, il y a la confrontation directe. On met en confrontation directe ceux qui ont besoin de financement et ceux qui ont la capacité de financement par l'intermédiaire des actions ou des obligations. Là, vous ne passez pas par un intermédiaire. Et le financement externe indirect, c'est le financement effectivement qui n'est pas de l'ordre de l'entreprise par l'autofinancement, mais vous faites recours à ce qu'on appelle les intermédiaires financiers. Par exemple, les banques. Lorsque vous faites recours à une banque ou à un banquier, on dit que vous faites recours à un financement externe indirect. Parce que ce n'est pas la bourse. D'accord. Voilà. Et pour mieux comprendre ce sujet, vous voulez nous donner des exemples concernant des indices, des valeurs sur cette année? Oui, sur cette année, voilà, sur cette... on dit cette année pas cette année, mais une, deux, trois, quatre jusqu'au chiffre 7. 2000 à 2007, 2008. Exactement. Voilà, exactement ça. On a pris quelques indices. Oui. Un Standard & Poor's 500, le Dow Jones, on a pris le... Ah non, attendez, docteur, on avait un contrat. C'est de permettre à tout le monde de bien comprendre ce que Standard, vous dites. Standard & Poor's. Voilà, il faut définir. Voilà, effectivement. Ce sont des entreprises de notation qui définissent une certaine cotation pour les 500 premières entreprises aux États-Unis. Et quand on parle de Jones,
effectivement, on parle toujours, c'est comme de l'indice, je vais dire boursier chez nous en Côte d'Ivoire, mais c'est le cas aux États-Unis. Bon, donc on a pris, c'est juste pour voir un peu l'évolution. Hein, on a remarqué que la tendance depuis 4-5 ans, depuis en tout cas on va dire 3 ans, il y a une certaine remontée au niveau de l'indice boursier, par exemple dans notre pays, ce qu'on appelle la BVRM 10. La BVRM 10, la bourse régionale des valeurs immobilières de la sous-région, hein, cette bourse-là qui appartient aux 8 États de l'UEMOA. Alors, donc, il y a 2 indicateurs au niveau de notre bourse régionale. Il y a ce qu'on appelle la BVRM Composite, qui est composée de toutes les entreprises. Si vous avez une entreprise qui est cotée, hein, ça fait partie de cet indice-là. Et puis, vous avez BVRM 10. 10 qui est pour les 10 premières, les 10 grandes entreprises qui sont cotées sur notre marché boursier. Donc, c'est vrai que nous sommes encore à l'état embryonnaire, mais depuis quelques années, il y a une certaine... on voit la volonté vraiment affichée, hein, des acteurs à recourir de plus en plus au marché financier. La preuve, nous avons fini l'année 2012 avec une capitalisation boursière de 4 000 milliards de francs CFA. Et le 28 février dernier, il n'y a même pas longtemps, nous avons atteint un chiffre vraiment record de 4 683 milliards de francs CFA. C'est du jamais vu depuis que la bourse est créée en 1998. C'est la première fois que nous voyons vraiment ces chiffres-là. Ça veut dire, ça montre un peu le regain d'intérêt, n'est-ce pas, que les investisseurs ont pour les marchés financiers. C'est vrai. Voilà. Mais il se trouve que des pays ont basé leur politique sur une économie d'endettement. Est-ce qu'on peut procéder à un passage de l'économie d'endettement à une économie des marchés financiers? Effectivement. Une économie d'endettement, voyez-vous, c'est une économie dont le système de financement passe quasiment par les banques. C'est ce qu'on appelle l'économie d'endettement. Et à côté, l'économie de marché, l'économie des marchés, l'économie de la finance de marché, c'est une économie où on passe quasiment par la bourse. Donc de plus en plus, effectivement, de plus en plus, en tout cas, nous sommes une économie, on va dire, d'endettement, hein, parce que la bourse, elle est vraiment embryonnaire. Lorsque vous prenez les 23 bourses africaines, en 2011, je veux dire, toutes les bourses africaines avaient comme valeur de capitalisation, enfin, on va définir la capitalisation. La capitalisation, en fait, c'est la valeur de chaque action. C'est-à-dire que vous avez votre entreprise, on calcule, vous avez par exemple 1000 actions. On multiplie par le prix d'une action et ça donne la valeur de toutes les actions, ce qu'on appelle dans le langage des financiers la capitalisation boursière. En 2011, la capitalisation boursière des 23 bourses africaines cumulait à 1144 milliards de dollars, alors qu'aux États-Unis, dans la même année, c'était 20 000 milliards de dollars pour dire un peu combien nous sommes encore très loin, n'est-ce pas, d'une économie de marché financier. Voilà, la bourse est vraiment embryonnaire. Pour prendre l'exemple de notre bourse régionale des valeurs mobilières, nous avons 37 entreprises qui sont cotées, dont 3 étrangères, donc quasiment, on va dire, c'est une bourse même ivoirienne, on va dire en guillemets. Alors que lorsque vous allez en Afrique du Sud, vous avez plus de 500 entreprises qui sont cotées, pour vous montrer un peu le différentiel d'intérêt que nous avons pour les bourses et par rapport dans une économie de finance de marché. D'accord. Et parlons donc de marché, il y a plusieurs distinctions à faire. Vous parlez même de marché gré à gré. C'est ça. Au niveau du fonctionnement des marchés financiers, déjà il faut faire effectivement une distinction nette entre le marché de gré à gré et le marché organisé. Le marché de gré à gré, c'est un marché effectivement qui se fait entre 2 agents économiques hors de la bourse. C'est-à-dire, vous et moi, on se voit quelque part, on s'échange des devises. C'est un marché de gré à gré. Ce n'est pas organisé. Voyez-vous? Alors que le marché organisé, tout se passe à la bourse. Les ordres d'achat et de vente sont vraiment drainés vers un lieu qu'on appelle la bourse. Donc, si vous voulez vendre, vous allez à la bourse. Si vous voulez acheter, vous allez à la bourse. Vous ne voyez pas quelqu'un, ce qu'on appelle OTC, c'est-à-dire out of the counter. C'est-à-dire vous ne voyez pas quelqu'un hors bourse. Non, tout se passe à la bourse. Ça, c'est le premier, la première distinction, n'est-ce pas, à faire. Il y a aussi le marché au comptant et le marché à terme. Le marché au comptant, c'est un marché qui se fait et puis immédiatement, c'est-à-dire que vous faites la transaction et le règlement et la livraison se fait immédiatement ou quasi immédiatement. Parce que vous savez, dans le domaine de la finance, ce qu'on appelle au comptant, ça veut dire c'est 2 jours ouvrables. Voilà, on fait la transaction aujourd'hui, mais nous avons jusqu'à 48 heures pour que Naomi reçoive, n'est-ce pas, son colis.
Et on dit dans notre langage, dans le lexique, n'est-ce pas, le vocable financier, on parle de transaction au comptant. Alors, on parle de transaction, n'est-ce pas, ou de marché à terme, lorsque la transaction est vraiment menée aujourd'hui, mais la livraison ou le règlement se fait plus tard, ultérieurement. Donc, on parle de marché à terme ou de contrat à terme. Voilà. D'accord. Et quand on parle de marché, on arrive à parler des marchés des actions. Comment peut-on définir déjà une action? Effectivement, une action est un titre de propriété que vous avez, un titre de propriété d'une partie du capital d'une entreprise. Et puis, lorsque vous êtes actionnaire, cela vous donne droit, n'est-ce pas, par exemple, à décider. Parce que vous faites vraiment partie intégrante de la classe dirigeante de l'entreprise. Contrairement à l'obligation, l'obligation, c'est un titre de créance. Il y a une distinction nette à faire là. Un titre de propriété, effectivement, ça vous donne droit à être propriétaire d'une partie de l'entreprise. Voilà, vous décidez. Vous êtes un actionnaire dans ce cas-là et vous décidez, par exemple, au conseil d'administration. Vous avez un droit de vote au prorata de vos actions. Or, au niveau des obligations, c'est un titre de créance, donc simplement une reconnaissance des dettes. Donc, vous n'êtes pas actionnaire de l'entreprise, vous avez seulement que prêter l'argent à l'entreprise et donc, effectivement, chaque année, vous avez un intérêt qu'on vous verse, par exemple. Voilà. Donc, vous avez vu que le marché obligataire, il est très actif au niveau de la sous-région. En 2012, nous avons, en tout cas, je dis nous avons, le pays a procédé à des emprunts obligataires. Vous entendez parler d'emprunt obligataire, On se demande même une obligation, c'est quoi? C'est quoi? Voilà. C'est un titre de créance. C'est-à-dire que bon, l'État décide de financer, par exemple, un pont. Le pont que nous sommes en train de financer. Et donc, vous savez, vous faites des projections, vous faites des prévisions, et puis après, tout l'argent que vous avez escompté ne rentre pas. Donc, vous avez besoin d'argent, vous faites comment? Ben, vous faites appel à l'épargne publique. C'est ça. Et donc, vous lancez un appel aux agents économiques de la Côte d'Ivoire comme de la sous-région. Vous dites, bon, voilà, nous, on a besoin de 100 milliards pour financer tel projet. Et c'est sur peut-être 3 ans ou 5 ans, vous aurez, votre argent, plus un taux d'intérêt, par exemple 6% ou 6,50%. Voilà. Et en Côte d'Ivoire, comme c'est un pays quand même sûr, nous avons passé haut les mains avec vraiment brio. L'année dernière, en 2012, les 3 appels que nous avons lancés, au-delà même des espérances, nous avons vraiment récolté l'argent nécessaire pour pouvoir financer nos investissements. Donc vraiment, il est vraiment dynamique, le marché des obligations dans la sous-région. D'accord. Et tout à l'heure, vous avez parlé de nous. Quand on parle des acteurs, il y a nous, mais est-ce qu'il y a d'autres acteurs principaux quand on parle des marchés financiers? Les marchés financiers, effectivement. Sur les marchés financiers, il y a beaucoup d'acteurs, effectivement, mais les grands acteurs, fondamentalement, premièrement, on peut citer les banques d'affaires ou les banques d'investissement. Vous entendez par exemple parler de Goldman Sachs, vous entendez parler de la banque Lazare ou Lehman Brothers, ces grandes entreprises, ces grandes banques d'investissement, ces grandes banques d'affaires, ce sont ces banques-là qui interviennent, je veux dire, généralement sur les marchés financiers. Parce que pour intervenir, effectivement, c'est des milliards et des milliards. Donc une petite banque, qu'on trouve sous les tropiques, en général, n'ont pas la carrure nécessaire, je veux dire la surface financière nécessaire pour pouvoir intervenir. Et puis aux côtés, n'est-ce pas, des banques d'affaires et des banques d'investissement, vous avez aussi des investisseurs institutionnels. Alors, au niveau des investisseurs institutionnels, vous avez par exemple les plus simples, les plus réglementés, les OPCVM par exemple qu'on trouve en France. Ce sont des sociétés, n'est-ce pas, qui permettent aux individus ou aux agents économiques d'investir de façon collective pour gérer le risque. Et ceux-là, ils sont vraiment régis par une réglementation ferme, puisque c'est l'État même qui gère tout cela. Et à côté de ces premiers-là, vous avez ce qu'on appelle les hedge funds. Les hedge funds, c'est-à-dire, effectivement, c'est un nom un peu anglo-saxon. C'est pareil comme les investisseurs institutionnels, sauf que les hedge funds, eux, au contraire, ils sont vraiment habités par le gain du risque, parce qu'ils veulent avoir un rendement. Or, le rendement est une fonction croissante, n'est-ce pas, du risque. Plus vous êtes risqué, et plus, effectivement, on demande beaucoup d'intérêt. C'est ce qui explique d'ailleurs pourquoi, vous voyez, en Côte d'Ivoire, en tout cas dans les pays africains, ça fait rire, mais c'est comme ça. Vous empruntez moins cher en France par rapport aux pays africains, par rapport à chez nous. Parce qu'effectivement, ce qu'on appelle le risque pays, lorsque vous investissez dans nos zones, vous savez, aujourd'hui, qui est-ce qui va accepter d'investir en Centrafrique?
Qui est-ce qui va accepter d'investir en Centrafrique ou au Mali? Avec le président qui vient de s'autoproclamer. Ben oui, voilà, s'autoproclamer. Donc, lorsque vous voulez investir dans une république bananière comme en Centrafrique ou au Mali, effectivement, l'investisseur qui investit son argent demande ce qu'on appelle un surplus, effectivement, qu'on ajoute sur effectivement le principal. Et c'est ce qui explique que ça coûte cher, n'est-ce pas, d'emprunter chez nous par rapport au pays où il y a une certaine stabilité économique. Donc, aux côtés maintenant des hedge funds, vous avez les fonds de pension. Les fonds de pension, par définition, ce sont des fonds qui collectent l'épargne des agents économiques et qui les placent par rapport à leur retraite. Et ces fonds de pension, vous les trouvez dans les pays où on pratique le système de retraite par capitalisation. Voilà. Et puis après, vous avez aussi les fonds souverains. Les fonds souverains, ce sont des fonds publics. Ce sont des pays comme la Norvège, le Nigeria, le Ghana, le Gabon. Nous-mêmes aussi en Côte d'Ivoire, en tout cas j'exhorte, n'est-ce pas, nos dirigeants à créer les fonds souverains chez nous, puisque nous avons le pétrole. Et c'est basé sur en fait les matières premières. Au Gabon c'est basé sur le pétrole. Au Nigeria, le pétrole. En tout cas, là où vous allez au Botswana, c'est sur le diamant. Là où vous avez et quel va être le rôle de ces fonds en fait? Eh bien, ces fonds-là, effectivement, puisque c'est l'argent de l'État, c'est l'argent que nous avons de notre pétrole, on vous donne ces fonds-là, une entreprise étatique que vous gérez, et vous cherchez dans le monde entier quels sont les investissements profitables que nous pouvons faire pour le bénéfice de notre pays. Tous les pays aujourd'hui, la Norvège aujourd'hui a son pétrole. La Norvège aujourd'hui achète des entreprises à travers tout le monde entier. Il faut faire pareil. Il faut fructifier l'argent que nous avons, n'est-ce pas, des matières premières, parce que, par définition, ce sont des biens non renouvelables. Dieu ne va pas vous donner le pétrole à exploiter indéfiniment. Non, l'exploitation du pétrole n'est pas éternelle. Voilà, c'est un bien non renouvelable. Et lorsque Dieu vous donne ces ressources-là, il faut bien gérer ces ressources-là pour que ça profite aux contribuables et aux concitoyens que nous sommes. Un bien non renouvelable. Que devons-nous retenir sur ce thème? Les différents circuits de financement et le fonctionnement des marchés financiers. Ben, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, il y a des circuits de financement en Côte d'Ivoire comme dans toute économie. On peut se financer par autofinancement, c'est-à-dire que si vous avez l'argent par l'épargne préalable, on peut se tourner vers la banque et on peut se tourner vers la bourse, ou on peut aussi, si nous sommes une économie saine, il peut y avoir des investisseurs étrangers dont nous parlons, les hedge funds, les fonds souverains, et puis les fonds de pension qui peuvent vraiment agir dans l'économie. Fondamentalement, c'est ce que nous pouvons retenir ce matin. Merci à vous, Dr Prao Séraphin. Avec vous, j'ai envie de saluer Maman Ten, qui est scotchée tous les lundis pour suivre la rubrique économie. Et puis, à tous nos téléspectateurs, nos fidèles téléspectateurs et tous ceux qui aiment bien cette rubrique, on va leur donner rendez-vous la semaine prochaine. Par la grâce de Dieu. Merci, docteur, j'ai envie de dire professeur à chaque fois. Docteur Prao Séraphin, bonne journée à vous. Merci. Amis téléspectateurs, vous avez la possibilité de retrouver l'intervention du professeur si vous nous retrouvez sur notre site internet, les www.rti.ci. Et vous pouvez échanger avec l'équipe de cette matinale en nous écrivant à matinbonheur1@rti.ci. Bonne journée à vous, à la semaine prochaine. À présent, parlons avec Monsieur Adjoumani. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Vous êtes le directeur général du logement au ministère du Logement, bien sûr. Oui. Et vous venez nous parler d'une pré-souscription au logement. C'est exact. Alors, je suis ce matin à l'émission Matin Bonheur pour apporter le bonheur aux Ivoiriens et à tout le monde. Disons que ce bonheur, ce bonheur, c'est de leur dire que tout le monde peut être propriétaire à présent d'un logement. Alors, la promesse du chef de l'État faite aux Ivoiriens en matière de logement est aujourd'hui une réalité. C'est une réalité et tout le monde est concerné. Alors, je suis là pour lancer un appel à tous les Ivoiriens. Je dis bien tous les Ivoiriens parce que tout à l'heure, je vais expliquer pourquoi je dis tous les Ivoiriens, à venir massivement souscrire aux logements sociaux. Alors, cette opération sera lancée bientôt. Nous sommes aujourd'hui lundi, le jeudi prochain. Le 28 mars d'abord. Non, vous dites aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes lundi 25 mars. Aujourd'hui, nous sommes lundi 25 mars. Donc, le 28, le jeudi prochain. D'accord. Jour J-3, au siège de la SICOJ,
à Yamé Mirador, nous lançons la cérémonie de l'opération de présouscription au logement socio et économique sous l'assistance du ministère du Logement. Et le vendredi 5 avril 2013, soit une semaine après, l'opération sera éclatée. Les 10 communes d'Abidjan recevront l'opération ainsi que les 107 chefs-lieux de département de Côte d'Ivoire. Parce que toute la Côte d'Ivoire est concernée par les logements sociaux. Alors tout à l'heure, je disais que tout le monde était concerné. Mais c'est selon les catégories. Des critères ont été définis pour ceux qui doivent souscrire aux logements sociaux et aux logements économiques. Le logement social, son coût varie de 5 millions à 10 millions. Et le logement économique, de 10 à 15. Ça, c'est une catégorie. Et cette catégorie, ce sont les Ivoiriens. Je dis bien les Ivoiriens. Ceux qui sont Ivoiriens et qui ont un revenu ne dépensant pas 400 000 francs. Ce sont eux qui doivent souscrire à ces logements, les logements sociaux économiques. Parce que cette catégorie bénéficie de la subvention de l'État de Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il y a d'autres critères. Il faut avoir un compte contribuable, il faut ne pas détenir une première maison. Mais cette catégorie concerne tous nos frères et sœurs du secteur informel comme du secteur formel. Quand vous parlez de logement, c'est de quel logement exactement que vous parlez, dans la mesure où on a plusieurs catégories. Oui. Il y a des entrées couchées, comme on aime à le dire chez nous, une chambre-salon, 2 chambres-salon. Donc combien de pièces exactement? Alors, ça varie de 2 pièces, c'est-à-dire chambre-salon. Une chambre-salon. Une chambre-salon à 3 chambres-salon. D'accord. Et vous voyez de 5 millions à 10 millions pour des 2 chambres-salon à 3 chambres-salon. Et chambre-salon à 3 chambres-salon, je pense que c'est bon. Et dans quelle commune d'Abidjan? Dans toutes les communes. Dans toutes les communes. Dans toutes les communes d'Abidjan. Alors, je disais que tout le monde était concerné. Et cette première catégorie, ce sont eux qui ont leur salaire, disons, leur revenu ne dépensant pas 400 000 francs. Mais ceux qui ont leur revenu excédant 400 000, ils ne sont pas laissés pour compte. Et comme eux, ils ont un peu, on leur permet d'accéder à ce qu'on appelle le logement de standing ou à des terrains viabilisés. D'accord. Et c'est la même chose que les non-ivoiriens. Alors, c'est vrai, nous vivons ici avec des non-nationaux. Eux aussi, ils peuvent souscrire dans cette catégorie. OK. C'est-à-dire... Mais pour la première catégorie, pour ceux qui n'ont pas un salaire excédant 400 000 francs, c'est réservé que pour les Ivoiriens. C'est réservé qu'aux Ivoiriens. Maintenant, si vous avez plus de 400 000 francs, oui. Ivoiriens et résidents en Côte d'Ivoire, vous avez la possibilité de souscrire. Voilà. Là, vous aurez droit à des logements de standing ou bien à des terrains viabilisés, des terrains nus. Bon, comme à partir de combien de millions déjà? Un logement à partir de combien de millions? Le logement de standing, moyen standing à partir de 15 millions. À partir de 15 millions. À partir de 15 millions, c'est considéré comme des logements de standing. D'accord. Ainsi que les terrains viabilisés où chacun pourra construire son immeuble ou bien son château s'il le souhaite. D'accord. Voilà. Et là, tout le monde est concerné, même nos parents qui sont à l'étranger, tout le monde est concerné. Est-ce qu'il y a un délai pour les souscriptions? Oui, l'opération court 45 jours. D'accord. À partir du 28 mars, on a exactement 45 jours pour être en règle avec vous. Au siège de la SICOGI, ce sera là l'opération de lancement. On va dire le lancement ce jeudi prochain. Ce jeudi prochain. Mais une semaine après, à partir du 5, tous les chefs-lieux des départements de Côte d'Ivoire, ainsi que les 10 communes d'Abidjan, recevront des agents de présouscription. Et là aussi, ça va durer 45 jours. D'accord. Ouais. Numéro de téléphone, monsieur le directeur? Alors, il y a le 20 30 55 60, le 20 30 55 61 et le 20 30 55 63. Ou bien le site web de la SICOGI, www.sicogi.ci. 20 30 55 60, 20 30 55 61 ou encore 20 30 55 63, n'est-ce pas? Ça y est. Merci Monsieur Adjoumani. Rappelons que vous êtes le directeur général du logement au ministère du Logement et vous êtes venu apporter une bonne nouvelle à toutes ces personnes qui désirent avoir une maison. Désormais, c'est possible avec vous. Merci. Le lancement, c'est à partir de ce jeudi 28 mars et à partir du 5 avril, sur tout le territoire ivoirien, vous aurez
bien sûr la possibilité de pouvoir souscrire à cette opération. Monsieur, merci. Excellente journée à vous. Merci. En parlant des communes d'Abidjan, en parlant de logement, il est aussi important de parler de propreté. Situé dans la commune d'Abobo, Abobo-Baoulé, ou si vous le voulez, la cité de Grasse, cette cité a une particularité, c'est la propreté. Espace bien entretenu, les rues sont très propres, des poubelles un peu partout dans cette cité, et on a la possibilité de découvrir cette merveille avec Philomène Draman. Abobo-Baoulé, une cité pas comme les autres. À l'entrée du village, un mot de bienvenue aux visiteurs. Ces inscriptions portent les couleurs du drapeau ivoirien, une façon d'affirmer leur patriotisme. Après cet accueil réservé à ses hôtes, l'accent est mis sur la sécurité routière. À quelques mètres des panneaux indiquant les rues, un peu plus loin des bornes empêchant d'éventuelles circulations de véhicules et des poses de pierre limitant les vitesses. À côté de toute cette stratégie mise en place pour éviter les accidents, une autre trouvaille. Les haut-parleurs pour informer et sensibiliser la population. Abobo-Baoulé reste un village à Tchan et non un village baoulé. Abobo-Baoulé, malheureusement c'est écrit à la fin Baoulé, tout le monde pense qu'il n'y a que des Baoulés qui habitent ici. En réalité, il n'y a pas de Baoulés qui habitent ici. Ceux qui habitent ici sont nos frères venus de l'intérieur du pays. Abobo-Baoulé est véritablement un village à Tchan, communément appelé Ébrié. Et Abobo-Baoulé vient de la traduction du mot baoulé, qui veut dire entassé comme des graines. Abba Aoulé. Et la traduction, l'écriture française ne permet pas cette traduction orale. Ce village a fière allure. Des jardins çà et là, des espaces bien entretenus, des rues très propres, des poubelles à chaque extrémité de rue. Tout est beau et agréable dans cette cité. Son environnement sain favorise certainement le succès des habitants, d'où l'appellation la cité de Grasse. Ces atouts n'empêchent pas cette cité de rester dans la tradition. Nous essayons de copier la ville tout en gardant nos traditions. Et ce que nous trouvons de beau ailleurs, nous essayons de le réaliser dans notre village. Quand il y a des discussions, quand il y a des rencontres, notre lieu de rencontre c'est ici le palais. Quand il y a un jugement quelconque, mais ça se passe toujours ici. Donc on se retrouve, on fait nos fêtes de génération comme d'habitude, on tient notre tradition comme il se doit. Ce village est à l'image de son palais. Un palais avec plusieurs salles et une belle verdure. Cette architecture symbolise l'union et la solidarité des filles et fils du village, d'où le nom du palais de l'unité. Pour l'effort consenti dans le domaine de la propreté, ce village a eu un prix. Abobo-Baoulé, la cité de Grasse, vient donner un autre visage à la commune d'Abobo. À présent, recevons un autre invité de la direction commerciale et marketing. Il s'agit de monsieur Adamte. J'espère que je prononce bien. Adamte. Très bien, oui. D'accord. C'est bien prononcé, oui. Ok. Et vous venez nous parler d'un événement. Il s'agit de Mécène Oui, d'Or. il s'agit des Mécènes d'Or. C'est un événement Adcom, qui est une agence de communication et d'événementiel qui prépare la deuxième édition des Mécènes d'Or. La première s'est déroulée en 2006 et avec un franc succès, bien sûr. Et cet événement, comme on le dit, c'est pour récompenser des valeurs, en fait. Des valeurs de bonté, de générosité et d'humanisme. À travers des hommes, des femmes, des institutions, vous comprenez. Donc cette année, nous revenons avec les Mécènes d'Or, qui va se dérouler, comme je vous l'ai dit tantôt, à la salle Gold Améthyste du Cristal, l'espace Cristal en zone 3. C'est le samedi prochain, 30 mars, à partir de 20h. D'accord. Voilà. Et qui vous attendez pour cet événement? Oui, nous avons nominé certaines personnes, comme je le dis souvent, de bonnes gens, des gens qui ont du cœur, qui ont une belle disposition au niveau du cœur. Ces personnes qui font du social, en fait, ce sont ces personnes qui ont été nominées
et nous allons les célébrer en fait. Nous venons célébrer ces valeurs-là à travers ces personnes qui incarnent ces valeurs. Voilà, donc nous avons lancé déjà des invitations, plutôt des courriers, des adresses, des plaquettes à ces différentes personnes. Nous attendons certains retours. Il y a eu assez de retours, mais il reste quelques-uns. Donc nous attendons ces personnes-là qui viennent, qui nous appellent et pour qu'on puisse déjà préparer cet événement. Voilà, donc c'est pour, comme je l'ai dit, c'est pour le 30. À la fin de ce mois, d'accord. Mais en dehors de ces personnes à qui vous avez adressé des courriers, est-ce que le public peut venir? Bien sûr, il y a des gens qui vont inviter. On leur distribue des cartons d'invitation. Ça sera gratuit ou payant? Non, c'est pendant un dîner gala. Un dîner gala, donc vous comprenez un peu. Un dîner gala, des cartons d'invitation qu'on envoie, qu'on dispatche à certaines personnes qui vont venir participer à cet événement où il y aura défilé de mode, il y aura des artistes. Bien sûr, il y aura un groupe qu'on appelle le ZT Family, en concert live. Il y aura Prince Abbas, que vous connaissez sans doute. Il y a aussi Tinami, elle fait du reggae. Il y a Mama Ben qui vient avec son nouvel album. Il y a plein d'artistes pareils qui viendront. Il y a Bako, il y a Adam C, il y en a plein. Mais ce jour-là, comme vous savez, ça sera une cérémonie glamour. Parce qu'on va essayer d'apporter un peu de bonheur à tout un chacun. Et puis en même temps, on va célébrer des personnalités. Des personnalités qui, depuis très longtemps, sont dans le social. Sont dans cette façon d'être, cette manière de se comporter, cette manière de donner du cœur. Parce qu'en fait, c'est ça, en fait. Il s'agit de cela. Donc, vous savez, il y a des hommes, des femmes, mais il y a aussi des institutions que nous allons célébrer. Et puis, avant de finir, hein, j'aimerais bien vous dire, on tient à remercier la RTI, qui est partenaire sur l'événement, parce que la RTI va venir couvrir l'événement et rediffuser l'événement après. La RTI qu'on remercie. On remercie le directeur général, M. Akassaye Lazare, sans oublier aussi vous tous. Hein, voilà, toute la RTI est remerciée. Numéro de téléphone pour d'autres informations? C'est le 21 26 18 72, le 01 10 25 09 et le 48 17 58. Et puis je tiens à souligner, excusez-moi, que toutes les régions de Côte d'Ivoire seront visitées cette année. Il y aura le Gontougo, pas seulement le Gontougo, le handball, il y aura le Kabadougou, le Zi, le 108, l'Agnebi Tiassa, le Boukani, la Bagoué, il y en a plein, le Guémon et le Cavalier. Vous avez dit toutes les régions. Même Abidjan, cette année. Parce que l'année précédente, pas l'année précédente, l'année 2006, j'aimerais revenir rapidement dessus. En 2006, les personnes qui ont été nominées et puis primées sont son Excellence M. Aubrey Hooks, ambassadeur des États-Unis, dans la catégorie ambassadeur. Et puis il y a aussi M. Ahmed Bakayoko, qui a été primé catégorie meilleur ministre. Il y a Corinne Azoumé, il y a Youssouf Silla Amer, il y a M. Jacques Moulot, il y a aussi M. Kone Cardozi, qui était le conseil général de FEC. En fait, voilà, en somme, ces personnes qui ont été nominées et primées en 2006. Et cette année, nous avons visité toutes les régions de Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit. Et toutes ces personnes seront nominées et primées. Merci Adam T. Il est venu nous parler de Mécène d'Or qui aura lieu ce 30 mars à l'Espace Cristal. Numéro de téléphone 21 26 18 72 01 10 25 09. Et avec lui, on met un point final à cette rubrique réservée aux invités de la direction commerciale et marketing. Merci, bonne journée. À vous, merci aussi. Serge Dacoury, bonjour. Bonjour. Quand il est installé sur notre plateau, on comprend tout de suite que les pages de la rubrique sport s'ouvre maintenant et avec lui parlons des éliminatoires de la Coupe du Monde Brésil 2014. Effectivement, je suis sur ce plateau pour parler du comeback des éléphants de Côte d'Ivoire après le désastre de la CAN 2013. La Côte d'Ivoire recommence la compétition et donc samedi, le stade Félix Houphouët-Boigny a été le théâtre de cette confrontation. Éléphants de Côte d'Ivoire, Scorpions de Gambie, victoire des éléphants 3-0. 3 buts qui ont été marqués en seconde période avec une première mi-temps assez insipide où nous n'avons pas vu une équipe assez entreprenante des éléphants. Mais en deuxième mi-temps, ils ont mis le bouton sur l'accélérateur et grâce aux accélérations meurtrières de Gervinho, comme on le connaît dans ce slalom, penalty, premier but transformé par Bonnie Wilfried, l'attaquant de Vitesse Arnhem. Deuxième action, encore un ballon de toute beauté, d'une précision, je dirais, chirurgicale, de Tioté pour Yaya Touré, le joueur de Manchester City, transforme de la tête. Et troisième but, c'est encore Gervinho dans un slalom. Il prend rendez-vous avec 4 défenseurs, un caviar pour Kalou Salomon, 3-0. Disons qu'en première mi-temps, l'équipe n'était pas celle qu'on a vue en seconde.
une première mi-temps, si on voulait la noter 5 sur 10, mais en deuxième mi-temps, les éléphants se sont révoltés face à une équipe un peu naïve, inexpérimentée des Gambiens, entraînée par un coach italien, Luciano Mantini. Et nous avons vu, vous voyez un peu les actions. Ce qu'on peut noter, voilà Tioté. Lamouchi a joué dans un 4-3-3 avec deux récupérateurs que sont Tioté et un néo-éléphant qui s'appelle Sérédier, qui joue à Genève. Voilà le pénalty, l'accélération de Gervinho, Bonnie Wilfried, plat du pied, contre-pied parfait. Il marque le gardien Alan Christopher de Gambie. C'était le premier but. La deuxième action, vous l'avez vu, c'est un ballon de Tioté. Deuxième poteau, Yaya Touré en embuscade qui frappe de la tête. C'est beau, tant dans la conception que dans la réalisation. Super. Super, c'était en deuxième mi-temps le deuxième but. Le troisième, c'est encore le gunner d'Arsenal, Gervinho, qui prend rendez-vous, qui va dans le slalom. Gervinho, depuis oui, un moment. bien entendu, mais vous savez, avec son équipe d'Arsenal, il ne joue pas très souvent. Et on profite donc de la fraîcheur de Gervinho qui revient après blessure. Donc disons que la Côte d'Ivoire réussit pour ses éliminatoires et reste premier de la poule avec 3 victoires et 1 nul, ça fait 10 points. Notre adversaire dans la poule qui pourrait être un peu la difficulté, c'est le Maroc. Malheureusement pour le Maroc, à Dar es Salaam hier, les Lions de l'Atlas sont tombés. 3 buts à 1 face à des Tanzaniens. 2 buts de Nguema Samata, doublé, et 1 but de Thomas Lumingu. Donc le Maroc est visiblement à 2 doigts de l'élimination, car vous voyez, après 4 matchs, la Côte d'Ivoire a 10 points. Deuxième, la Tanzanie avec 6 points. Troisième, le Maroc avec 2 points. Et hier, quatrième, la Gambie avec 1 point. À l'allure où vont les choses, il restera 2 matchs. La Côte d'Ivoire recevra le Maroc, puisque nous avons fait 2-2 à Casablanca. Et le Maroc va pouvoir aussi se déplacer. Donc, quand on regarde les calculs, visiblement, Rachid Taoussi et ses poulains du Maroc sont quelque peu à 2 doigts de l'élimination. C'est la grosse surprise. Disons, contrat rempli pour la Côte d'Ivoire, mais il y a eu d'autres affiches en Afrique pour ces éliminatoires. Un certain Cameroun-Togo, au stade international de Yaoundé, Samuel Eto'o, tel un capitaine, marque 2 buts. Un sur penalty et un en phase de jeu. Comme quoi, il se disait menacé de mort par certains membres de la fédération, mais Samuel Eto'o aime très bien son pays. Il a fait tomber les éperviers du Togo, Sa Adebayor et Agassa Koussi qui n'ont pas répondu à l'appel. Il y a aussi d'autres informations. Allons-y. C'est un bonheur de vous entendre. On va parler aussi du Nigeria. Le Nigeria qui s'est fait peur à domicile. Oui, le champion d'Afrique a eu le tournis face à une sympathique équipe de Kenya. Le Nigeria était mené 1-0 et aux encablures de la fin du match, le Nigeria a égalisé à 90+3 par Obouamani. Le Nigeria s'est fait peur. Mais il y a une confirmation, c'est les étalons du Burkina Faso. Les étalons ont étrié 4-0 l'équipe du Niger avec un super Jonathan Pitropa. Wow. Comme quoi, le Burkina Faso confirme bien entendu sa bonne santé de vice-champion d'Afrique. Et 4-0 à Ouaga, c'était la fête. Et le Burkina est vraiment, au niveau du football africain, sur une pente ascendante. Bravo au Burkinabé. Et c'est de bon augure pour la suite. On espère quand même avoir 3 ou 4 représentants de l'Afrique de l'Ouest à cette Coupe du Monde. Rappelons que c'est 53 pays africains qui vont compétir pour 5 places qualificatives pour Brésil 2014. Tout le monde a bien envie d'aller jouer à la Coupe du Monde au Brésil, grand pays de football. Mais pour cela, il faudra passer par ces qualifs. Et la Côte d'Ivoire, pour l'instant, est très bien partie pour se qualifier. De nouveaux joueurs ont apparu. On peut noter avec satisfaction l'entrée de Sérédier. Il y a aussi Angouabou qui a joué latéral, le joueur de Valenciennes. On peut parler d'Ismaël Traoré, Sio Giovanni qui est venu, qui n'a pas joué. Mais on peut quand même dire à Sabri, merci. Le public n'a pas répondu assez présent quand même. Ça, c'est peut-être la petite fausse note, car encore amer avec le souvenir de la CAN. Mais je dis, voilà, la hiérarchie a été respectée, car visiblement, cette équipe de Gambie est quelque peu naïve et inexpérimentée. Et donc, on a profité de cette situation, car en première mi-temps, tout était bloqué.
Merci beaucoup Serge Dacoury. Je vais demander à Orokia Sissoko de revenir hein, parce qu'on va présenter en intégralité, pardon, à mes téléspectateurs, ce reportage. Non, 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 ne vous inquiétez pas Serge, pour vous faire plaisir et pour vous dire au revoir, on va proposer en intégralité ce reportage. Est-ce qu'on aura rendez-vous la semaine prochaine? Ben, on aura rendez-vous, mais n'oublions pas que sur le plan international, il y a la France qui joue contre la Roja espagnole demain. C'est un grand match au Stade de France. L'Espagne, champion du monde et champion d'Europe, en difficulté, dans la même poule que la France. La France est première avec 10 points. L'Espagne est obligée de l'emporter demain, car elle a été tenue en échec samedi dernier au stade de Riron, 1 but partout, par un petit pays, la Finlande. Et donc, obligation à Xavi Hernandez et tout le Bataclan espagnol de gagner le match demain avec Didier Deschamps aux commandes comme coach. Rendez-vous pour tous ceux qui aiment le football international sur les chaînes pour voir ce grand match à Saint-Denis en France. Merci Serge Dacoury. On se retrouvera sûrement la semaine prochaine pour l'actualité sportive dans notre pays et dans le monde entier. Amis téléspectateurs, pour dire au revoir à Serge Dacoury, enfin avec ses notes d'humour et ses commentaires, tout ça, voici des images de la Côte d'Ivoire face à la Gambie, 3-0. À bientôt. Côte d'Ivoire-Gambie, ce match compte pour la 3e journée des éliminatoires du Mondial 2014 au Brésil. Tout s'est joué en deuxième mi-temps. D'abord, ce penalty obtenu par Yao Kwasi Gervais. Bonnie Wilfried ne tremble pas, il réussit un contre parfait. Le deuxième but lui est de toute beauté, la passe intelligente de Tiotéchek et la réception intelligente de la tête de Yaya Touré. Le portier gambien est impuissant. La Côte d'Ivoire prend de l'avance. On retrouve le même Yao Kwasi Gervais qui passe cette fois en revue la défense gambienne. C'est un patron. Il offre le 3e but à Salomon Kalou. 3 matchs joués, 2 victoires, 1 nul. Pour le moment, la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie. C'est pour cela qu'on ne pardonne rien à ces garçons. Amis téléspectateurs, nous avons des représentants de Dieu, j'ai envie de dire comme ça sur notre plateau, pour parler d'un événement. Vous savez que c'est la dernière semaine pour tous les chrétiens du monde entier qui jeûnent. Et en Côte d'Ivoire, on a une façon particulière de dire merci à Dieu pour célébrer la Pâque. RTI 1 vous donne rendez-vous ce vendredi à partir de 20h au Palais de la Culture. J'ai envie de dire plutôt 19h. 19h mise en place et à 20h00, c'est l'heure de vérité, l'heure de l'onction, l'heure de la bénédiction, l'heure du miracle avec les meilleurs chantres de Côte d'Ivoire. Les tickets sont disponibles ici même, à la maison de la télévision. Vous pouvez aussi vous rendre à la DCM aux 2 plateaux à 5 000 francs. Et vous aurez rendez-vous avec des chantres qui vont implorer Dieu pour votre bénédiction. Et j'ai envie de recevoir ce matin une dame qui ne se fait pas souvent voir, mais qui reste dans la volonté parfaite de Dieu avec sa voix suave. Anomira, bonjour. Bonjour Naomi. Merci d'être avec nous. Merci beaucoup. C'est pas évident hein, d'être debout très tôt le matin, mais vous l'avez fait pour confirmer aux téléspectateurs que vous serez bien sûr de l'autre côté au Palais de la Culture. Et je veux dire bonjour à ce monsieur, un monsieur qui ne parle pas beaucoup, timide, qui se sent à l'aise derrière sa guitare basse. C'est bien sûr le fondateur, manager, responsable, instrumentiste, tout ça, du groupe Shekinah. Avec lui, je veux dire merci à tous ceux qui ont effectué le déplacement hier pour l'enregistrement de l'émission Samedi. C'est vrai qu'on a la voix un peu cassée ce matin parce que l'onction de Dieu était présente. C'était une belle émission. Je vous invite à la voir ce samedi à partir de 10h30. Timothée Alao, bonjour. Ça n'a pas été facile hein, après la fête d'hier de se lever ce matin. Bon, mais pour le plaisir des téléspectateurs, nous sommes là. J'ai dit homme de Dieu parce que vous êtes homme et un homme à côté d'une femme, on est obligé de dire des hommes, mais bon. Les représentants de Dieu sont là. Alors, qu'est-ce que vous nous réservez? J'ai envie de commencer par Anomira pour ce vendredi au Palais de la Culture. Alors, je vais d'abord commencer par dire que la Pâque, c'est la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est la commémoration, de la victoire de Jésus-Christ sur la mort. Et en tant que chrétien, je peux tout de suite dire que
c'est aussi notre résurrection, la résurrection, pardon, de tout ce qui était mort dans nos vies. On va maintenant dire, ça dépend de quel problème qu'on a. Si c'est un problème de mariage, on va dire, c'est la mort, je veux dire, du célibat dans notre vie. Et donc, ce vendredi, c'est cette commémoration, cette célébration que nous allons faire avec tout ce que vous connaissez comme chantre dans l'univers chrétien ivoirien. Et donc, moi, en tant qu'Anomira, j'apporte ma voix à cette fête-là pour inviter tout le monde à venir massivement au Palais de la Culture ce vendredi 29 à 20h, comme je le disais tantôt. Tu as tellement bien présenté aussi la chose. À venir bénéficier de cette résurrection de Jésus-Christ de Nazareth dans notre vie. C'est un nouveau départ pour nous, c'est un nouveau départ pour notre nation, la Côte d'Ivoire. Et il faut venir voir ce que les hommes de Dieu, comme tu disais aussi tantôt, oui, parce que vous êtes des savent représentants faire, de Dieu, bien sûr, hein, ce que les hommes de Dieu savent faire. Exactement. Maintenant, on peut dire aussi simplement pour toutes les personnes qui ont envie de partager un moment d'adoration, de rester dans un moment d'adoration, de rester dans la présence du Seigneur, à se déplacer pour venir prier avec nous, parce que la parole de Dieu nous dit là où un ou deux sont rassemblés, Jésus-Christ de Nazareth est présent. Amen. Et bien sûr, chanter, c'est prier deux fois. Comme on dit. Et on aura l'occasion de chanter, danser, mais surtout de prier. Avec Shekinah, pour leur nouvel album Tu restes fidèle, il y a un titre qui me parle particulièrement. Vision, vallée, victoire. Parce que quand Dieu vous permet d'avoir la vision, vous traverserez forcément la vallée, les difficultés. J'ai envie de dire comme le parcours de Jésus. Pour aller à la croix, on a craché sur lui, on l'a frappé, meurtri, mais finalement on a la victoire, n'est-ce pas? On a la victoire. Et on a la victoire et on chantera cette victoire-là ce vendredi à partir de 20h au Palais de la Culture. Il y aura d'éminents hommes de Dieu, comme tu le dis, des chantres, Boniface. Et je vais vous aider à les citer. Est-ce que je vais dire, moi je suis la femme, donc toi tu vas citer les hommes. Voilà, bon, on va faire comme ça. Moi je suis la femme, je citerai les hommes, toi tu vas citer les femmes. Ah bon, d'accord. Donc, avec lui, avec Timothée là-haut, pour citer les femmes, on a Grace Lucie, Lily Goïlou. Non, mais tu l'aides là. Non, toi tu dois, citer les femmes. Elle va citer les hommes, c'est ça, non? Voilà, donc là je suis en train de t'aider. Tu m'aides alors. Okay. Grace Lucie. Grace Lucie. Lily Goïlou. Lily Goïlou. Voilà. Victoire Kwasi. Victoire Kwasi, Béatrice Nyoupalé. Voilà, vas-y maintenant. Mais non, avec... Si je suis sur le plateau, tu peux dire aussi Anomira. C'est bien dit ça, c'est bien dit. Alors, en matière de chantre homme, je veux dire, il y aura bien entendu le groupe Shekinah, mon jeune frère Boniface, celui que j'appelle affectueusement mon oncle Emmanuel Boifo. Ah, le vieux père, il était là hier, à Emmanuel Boifo, Nestor David, Guy Christ Israël, le ministre de la joie, de la louange, Daniel Norté, et également M. Zoko. Comment est-ce qu'il s'appelle déjà? Anselme Céline. J'ai envie de voir ces deux-là sur scène. Vous savez pourquoi? Finalement, on ne saura pas qui est ministre de la louange, finalement. Bon, d'accord. L'autre, Daniel Norté, c'est le ministre de la louange. Et puis, Anselme Céline, on aime bien l'appeler Zoko, mais ça va être le feu au Palais de la Culture. Également, Germain Kuiper, pour ne pas l'oublier, sinon il va mieux. Germain Kuiper. Oui. D'accord. Et vous vous retrouvez donc au Palais de la Culture. Donc, on a droit à quoi? C'est des playbacks, c'est des lives. À quoi les téléspectateurs, sinon ceux qui vont effectuer le déplacement, auront droit? Oui, je pense qu'il y a certains qui feront du live, d'autres du semi-live. Et je pense que ce ne sera pas fait pour ennuyer ceux qui vont venir. Chacun dans son feeling, comme on le dit, chacun dans ce qu'il connaît, chacun dans l'onction qu'il a reçue de la part du Seigneur viendra apporter quelque chose. Et j'assure que tout le monde est gonflé à bloc pour pouvoir faire quelque chose de chose. Shekinah, tu as vu un peu... Ah, hier, on avait du mal à arrêter l'enregistrement. On a souffert pour dire, bon, c'est fini, mais c'était chaud. Shekinah, nouvelle version, Shekinah avec Tu restes fidèle, c'est quelque chose d'extraordinaire. Qu'il faut venir voir. Il faut le voir pour le croire. Il faut venir voir et j'invite tout le monde à venir. Ça sera vraiment quelque chose de fabuleux. Il y a longtemps, on n'a pas vu ce rassemblement-là de chantres. Et je pense que la présence de Dieu sera tangible. Et quand Dieu est là, forcément, il vient avec des bénédictions.
Donc, j'invite tout le monde à venir, ça sera la fête. Ne regardez pas au prix, c'est vrai que les temps sont un peu difficiles en ce moment. Mais 5 000 francs, ça peut le faire. Ne regardez pas au prix pour tout ce que là, chacun aura quelque chose. C'est-à-dire, comme on le dit souvent, vous ne repartirez pas comme vous êtes venu. Forcément, la grâce de Dieu sera sur vous et nous vous invitons à venir ce vendredi à 20h au Palais de la Culture. Et artistes invités, Koné Fontali, Emmanuel Boifo, Anselme Semi, Boniface, Guy Christ, Israël, Grâce Lucie, Lily Goïlou, Victoire Kwasi, Germain Kuiper, Shekina, bien sûr, il est représenté sur ce plateau, Nestor David, Anomira elle-même est là, et Béatrice Newpalé, ticket 5 000 francs seulement ce vendredi au Palais de la Culture. Nous avons commencé à vendre les tickets ce week-end. C'est sorti comme de petits pains, amis téléspectateurs. Si vous nous suivez en ce moment, il ne reste plus beaucoup de tickets. Dépêchez-vous de venir récupérer les quelques tickets qui restent. On a vu ce qui s'est passé en 2010 pour la première édition de Chantons Pâques. Et nous vous promettons que Bishop Mameri Diomondé est dans tous ses états pour que ce soit une parfaite réussite. Les chantres sont en union de prière au vert parce que ce jour-là, l'Esprit de Dieu va descendre. Anomira, conclusion avec vous. Alors, on va revenir sur ce qu'on a déjà dit, hein, c'est d'inviter tout le monde à venir. Avec Anomira, c'est les chansons comme Ocheon Baba, les chansons comme Consolation, les chansons comme Écris mon nom, parce qu'il faut que nos noms soient effectivement écrits dans le livre de vie. Et c'est une célébration, j'ai envie de dire. Hein. Venez célébrer la Pâque, venez célébrer la résurrection de Jésus, venez célébrer la résurrection de toutes les bonnes choses dans nos vies. Donc, on attend tout le monde. Donc. Ils étaient là, bien sûr, pour confirmer leur présence. Et comme ça, tous les jours de la semaine, vous verrez des artistes, sinon des chantres, des représentants de Dieu, venir vous parler de cet événement. Chantons Pâques. Avec Anomira, on va écrire nos noms dans le livre de vie. Avec Shekina, l'Esprit de Dieu va brûler en nous et on reconnaîtra que le Tout-Puissant reste fidèle. On leur dit au revoir avec ce spot qui rappelle l'événement. RTI et le collectif des meilleurs chantres de Côte d'Ivoire vous convient à leur spectacle de chant. Laisse-moi te dire, il y a de l'espoir. Jésus est la solution. De louanges et d'adoration consacrés à Pâques. Esprit de Dieu, descends parmi nous. C'est le vendredi 29 mars à 20h au Palais de la Culture. La malédiction qu'on t'a lancée. Chanter, c'est prier 2 fois. Je suis fatiguée de subir ce harcèlement. Très bien. Chioma, tu sais que je t'aime. Dis quelque chose. Je ne peux pas continuer comme ça. En mars, RTI 1 vous offre tout le cinéma africain. Je savais que cette gentillesse ne serait pas gratuite. Qu'est-ce qui vous a empêché de me le dire depuis tout ce temps? Immergé au cœur de Nollywood, chaque mercredi soir, après le journal télévisé de 20h, retrouvez votre nouveau rendez-vous, Les Instants Nollywood, et vivez toute l'émotion des meilleurs films nigérians. Comment oses-tu t'adresser à moi de cette manière? Tu ne veux pas m'en parler, visiblement. Mais je veux que tu saches que je suis... À l'affiche ce mois, on ne choisit pas sa famille. Mamouche, mensonges et conséquences. J'ai menti. Tu as menti. Je ne vois plus rien. Maintenant, fais demi-tour. Sors d'ici tout de suite. Des rendez-vous à ne pas manquer sur RTI 1. Matin Bonheur se poursuit avec M. Kwame Loukou Josué. Il est le président de l'association des paralysés de Côte d'Ivoire à Passy. Avec lui, nous parlons de la question de l'emploi des paralysés dans notre pays. Monsieur Kwame Loukou Josué, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Matin Bonheur. Et parlons à présent des difficultés que les paralysés de Côte d'Ivoire rencontrent pour être embauchés. Ok. Et je vous remercie. Voilà. Et remercie par ailleurs le directeur général de la RTI qui fait beaucoup pour les personnes handicapées. Et je voudrais recentrer le débat parce que parler de paralysés, un certain groupe se sentira un peu, je veux dire, exclu. Donc quand j'aborde la question de l'emploi, je voudrais l'aborder dans un ensemble.
en touchant toutes les catégories de personnes handicapées parce que on se rend compte que ce soit les paralysés, que ce soit les sensoriels, je veux dire les moteurs, les sensoriels, nous avons tous pratiquement les mêmes, je veux dire, difficultés d'accès à un emploi. Ok. Donc, pour en parler, je voudrais dire que dans notre pays, en Côte d'Ivoire, hein, puisque nous sommes en Côte d'Ivoire, la question n'est pas facilement, je veux dire, abordée. Abordée en ce sens que on voit la question de l'emploi liée à une question de productivité. Okay? On se demande si la personne handicapée est productive. Voyez-vous? Donc, cela relève de fait au coût qui accompagne l'embauche de la personne handicapée. Parce qu'il faut relever que les normes architecturales ne répondant pas, je veux dire, ne facilitant pas l'accès, que ce soit des personnes sur béquilles, comme je le disais tantôt, aux locaux, voyez-vous, ça fait que embaucher une personne handicapée qui soit en fauteuil roulant, surtout, demanderait que on harmonise, n'est-ce pas, les locaux pour son accessibilité. Donc ça relève d'un coût. Voyez-vous, il y a cet aspect. Le deuxième aspect qu'on pourrait citer, c'est le niveau de formation. Voyez-vous. Par ailleurs, on parle de niveau de formation, mais ici, en Côte d'Ivoire, pour ceux qui sont diplômés, ils ont une formation beaucoup plus qualifiante parce que ils ont pu prendre part à des formations avec des individus valides. Voilà. Pour l'université, par exemple, dans les grandes écoles, voyez-vous. Donc, le niveau de formation ici ne doit pas trop sortir et se poser comme problème pour avoir accès à un emploi. Voyez-vous. Mais je voudrais simplement dire qu'en lieu et place de parler de niveau de, je veux dire, de formation, il serait convenable, soucieux pour l'État, qui est censé garantir l'autonomie et l'épanouissement de toute personne et les personnes handicapées en particulier. L'État devait réfléchir à comment harmoniser, c'est-à-dire mettre à disposition des fonds, je voudrais bien insister dessus, des fonds pour que les personnes handicapées puissent avoir accès à la fin de la formation au premier emploi. Puisque des dispositions ne sont pas prises depuis le temps de formation, c'est-à-dire quand je parle de formation à l'université ou que ce soit dans les centres de formation professionnelle, des dispositions ne sont pas prises pour les mettre en contact avec des employeurs. Voyez-vous? Et tout cela laisse la personne qui, à la fin, a eu un diplôme ou a eu une formation qualifiante, le choix, je veux dire, abandonné à lui-même, sinon à elle-même, pour aller en quête d'un premier emploi. Et c'est tout cela lié au coût du handicap, c'est-à-dire quand on sait que c'est avec difficulté que cette personne a obtenu les diplômes, c'est avec difficulté que cette personne a eu tout ce parcours, voyez-vous, pouvoir trouver les moyens pour pouvoir s'engager sur la plateforme de recherche d'emploi, ça va être difficile. D'accord, mais si c'est vrai, vous venez sur notre plateau pour parler de vos difficultés. Est-ce que vous avez pris le temps de faire un courrier à l'État ou au gouvernement de notre pays pour parler de vos difficultés? Oui. Vous n'avez pas eu de solution? Non, on n'a pas eu de solution. Et je voudrais profiter pour dire que la préoccupation nous avait tellement monté la tête que nous avons essayé d'avoir une audience avec le ministère de la fonction publique pour en savoir plus sur la question de l'emploi actuel des personnes handicapées en général. Et ce qui est ressorti, c'est qu'il y a une certaine sorte d'exigence sous-régionale au niveau de l'UEMOA qui frappe un peu la Côte d'Ivoire et au niveau national, de sorte qu'ils sont plus préoccupés à assainir le milieu de l'administration que de recruter. Autrement dit, recruter se fera en fonction du besoin de l'administration. Voyez-vous? Or, ce qui se présente, c'est que les uns et les autres ont difficilement, conçoivent difficilement le fait qu'une personne handicapée, comme je le disais tantôt, soit productive et tous ces problèmes, je veux dire, entourant le handicap, voyez-vous, si l'État
ne retourne pas à l'ancien système qui permettait aux personnes handicapées d'avoir accès à un premier emploi, c'est-à-dire le recrutement dérogatoire en faveur des personnes handicapées, parce que ça se faisait, ça nous a permis aujourd'hui d'avoir au moins environ 367 au moins personnes handicapées dans les fonctions publiques. Si l'État ne revient pas à cette réforme-là, je veux dire ancien système, je vous l'avoue, nous vieillissons avec nos diplômes, puisque déjà même nous sommes un peu avancés en âge, et quand on voit qu'aujourd'hui la limite d'âge pour avoir accès à la fonction publique vient d'être fixée à 35 ans, je crois, voyez-vous, il serait difficile à la fin pour nous d'avoir un emploi. D'accord. Là, vous écrivez au gouvernement de notre pays. Je pense que le sujet est en train d'être traité. La solution n'est pas définitivement trouvée. Vous venez sur notre plateau et qu'est-ce que vous souhaitez? C'est vrai que la RTI fait ce qu'elle peut pour que vous puissiez vous exprimer, même si vous ne frappez pas à la bonne porte pour nous, dans la mesure où c'est le gouvernement qui est interpellé, donc c'est au gouvernement qu'on doit s'adresser. En passant sur notre plateau, qu'est-ce que vous souhaitez obtenir? Oui, je voudrais... nous espérons que le message parvienne au chef de l'État, parce qu'à l'heure actuelle, nous avons jugé que c'est lui seul qui pourra prendre à bras le corps ce problème de l'emploi des personnes handicapées. Voilà, que le chef de l'État... le courrier est fait et à travers les antennes de la RTI, vous voulez quand même insister. Insister que le chef de l'État, puisque au jour d'aujourd'hui, il y a un peu comme, je veux dire, les personnes handicapées se sentent comme un peu isolées quand on parle de la question de l'emploi. Emploi jeune, tout ce qu'on dit, mais il n'y a pas de plateforme qui traite spécifiquement, puisque notre situation est spécifique. Voilà, il n'y a pas de plateforme qui traite spécifiquement de la question, et ça fait que nous ne nous sentons pas dans la mouvance du changement. Voyez-vous? Donc nous souhaiterions, et c'est notre combat actuel, nous souhaiterions que le chef de l'État, n'est-ce pas, trouve dans son calendrier, n'est-ce pas, un jour pour recevoir les personnes handicapées, pour les écouter, n'est-ce pas, et puis prendre en compte leurs propositions, afin que, voyez-vous, quand quelqu'un peine à avoir un diplôme, quand quelqu'un peine, après tout ce temps qu'il a passé, voyez-vous, je ne peux pas décrire tout ici, mais qu'à la fin, il n'a pas l'espoir d'avoir un emploi, c'est là que se définira peut-être l'échec. Pour nous, l'échec, ce n'est pas peut-être reprendre une classe, non. Pour nous, l'échec, c'est d'avoir peiné et puis ne pas être à mesure d'avoir un emploi et puis, à faire de compte, pouvoir se faire une personnalité sociale. Merci beaucoup, Monsieur Kwame Loukou Josué. Vous êtes le président de l'Association des paralysés de Côte d'Ivoire, l'APACI. Et avec vous, on parlait de la question de l'emploi des paralysés. Oui. On espère que vous aurez votre part de solution. Et rappelons que c'est vrai que les paralysés de Côte d'Ivoire ont beaucoup de difficultés, mais aussi il y a d'autres jeunes aussi qui n'ont pas d'emploi en ce moment. Comme on dit, hein, c'est dur, mais on espère, par la grâce de Dieu, qu'on trouvera une fin heureuse, qu'on trouvera de bonnes solutions. En tout cas, beaucoup de courage, et puis beaucoup de courage à tous les membres de votre association. Ouais. Bonne journée. Merci et à très prochainement, si Dieu le permet. Merci. Merci. Restons dans le monde de l'emploi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour recevoir Madame Cla Etienne Hortense, conférencière, formateur en emploi des métiers innovants. Avec elle, parlons des services à la personne. Aujourd'hui, nous parlons de l'assistante ménagère. Bonjour, Madame Cla. C'est toujours un bonheur pour nous de vous recevoir sur le plateau. On a fini, je vais dire, ce thème sur les concierges. Aujourd'hui, on parle de l'assistante ménagère. Comment peut-on définir une assistante, le travail d'une assistante ménagère? D'accord. Avant de définir cela, je souhaiterais quand même parler de qu'est-ce que c'est les services à la personne. D'accord. Alors, les services à la personne, la dernière fois, lorsqu'on parlait de la conciergerie, on a dit que c'était les facilitateurs. Les services à la personne, c'est plutôt pour la qualité de vie de la personne, donc de Naomi. Alors, le service à la personne, c'est tous ces ensembles de métiers qui, ce que j'appellerais depuis la nounou, employé de maison, jardinier et tout ça, hein, tout ça rentre dans cet ensemble-là. Alors, maintenant, l'assistante ménagère. L'assistante ménagère, dans notre jargon ici, on parlerait de la bonne ou l'employé de maison. Cette personne-là va faire un type de métier, elle va faire un travail au domicile de son client.
La personne qui doit faire le travail doit apprendre un métier. Alors, nous sommes dans le temps du métier. Ce métier-là, il doit être valorisé, il doit être professionnalisé. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il se trouve qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ce métier-là est fait un peu... on parle très souvent de ce déplacement de personnes. Les personnes ne sont pas formées comme il se doit. Je parlais lorsque dans ce métier-là, il faut parler des postures, le savoir-faire. Alors, comment je vais nettoyer la maison de Naomi? Quand je rentre dans la maison, lorsque je quitte ma maison et je viens, quelles sont les différentes pièces, depuis la cuisine, ce que je dois faire et tout. Ça, les personnes ne savent pas le faire. Vous savez, apprendre un métier et puis faire du bricolage, c'est deux choses. Hein? Et c'est malheureux parce que si Naomi prend un employé chez elle, c'est pas pour faire un balai. On défile à tout moment, on change, parce que bon, ça ne va pas et tout. Quand je parle d'assistante ménagère, elle doit savoir faire la cuisine. Donc, qui dit cuisine, elle doit apprendre ce métier-là, comment on nettoie les casseroles, comment on dresse une table. Elle doit savoir comment on fait les assaisonnements. Elle doit savoir comment on nettoie une pièce et quels sont les produits qu'on utilise. Elle doit savoir faire la posture. Alors, si je prends un exemple assez simple, si je vais comme ça, je prends la manche, je fais comme ça, c'est tout mon corps qui part là. Mais si je fais comme ça, alors, il y a un problème, donc ça va agir sur la colonne vertébrale et on aura des problèmes de dos. Et c'est ce qu'on voit très souvent. Ah, j'ai mal au dos, ah, j'ai mal au rein et tout. Parce qu'elles ne savent pas quelles sont les postures. Et ça, c'est un métier, un vrai métier. Aujourd'hui, il y a des personnes qui ont le BTS, qui ont le bac, qui ont tout ça, qui font ce métier en Côte d'Ivoire. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on a des écoles de formation pour les assistantes ménagères? Non, c'est des structures privées qui le font. C'est les structures privées. Et ça existe déjà. Ça existe, c'est certaines structures privées qui le font, mais le même problème est récurrent parce qu'il n'y a pas tous les process. Hein, parce que j'en sais quelque chose, certaines structures des personnes qui viennent même des grandes écoles. Bon, on a aussi le lycée hôtelier qui existe, bon, pour certaines, les hôtels et tout. Mais ce problème est récurrent parce que les personnes qui viennent, on te donne 5 000 francs pour trouver une personne ou bien selon le montant. Et la personne, on ne sait même pas où elle vient, on ne sait pas de quelle famille, quelle maladie elle a et tout. On vient, on la dépose chez Naomi. Après, la personne prend la tangente et puis Naomi ne sait même plus quoi faire. Elle lui de retourner encore pour refaire des papiers, pour retrouver une autre personne. Et je crois qu'il est important. Souvent même la personne arrive et ne maîtrise pas le métier. Elle ne maîtrise pas le métier. Alors, c'est pour cela que dans les services à la personne qui va choisir, lorsque Naomi viendra, si c'est par rapport à une structure ou bien si c'est elle qui recrute tout, elle faut au sein de son recrutement qu'elle sache ce qu'il faut faire. Donc, elle va chercher à voir, est-ce que mademoiselle X a travaillé chez une personne donnée, donne-moi les références. C'est le même mécanisme lorsqu'on fait l'emploi, lorsqu'on fait l'emploi au bureau. C'est que le domicile, c'est le bureau. C'est la différence là. Mais malheureusement, en Côte d'Ivoire et en Afrique, il y a certains métiers qui sont dénigrés. On se plaint, il n'y a pas d'emploi. Et pourtant, on néglige certains emplois qui sont disponibles. Aujourd'hui, on parle d'assistante ménagère, mais il y a des femmes, des jeunes filles qui ont honte de dire que je travaille dans une maison et que je fais le ménage, alors que, comme vous étiez en train de le dire, c'est un bon métier. Est-ce que déjà, on ne peut pas avoir des séances de sensibilisation, j'ai envie de dire, comme ça? Bien sûr. Voilà. À l'époque, je me rappelle encore, lorsqu'on dit, ce gars-là, il fait l'entretien dans le bureau. Mais lorsqu'on parle de technicien de surface, ça donne un nom. Mais c'est le même métier, hein. Ces personnes qui font l'entretien dans le bureau, on dit technicien de surface, donc ça donne un nom. Et c'est en cela qu'on dit, c'est une assistante ménagère qui travaille, la bonne. Non, c'est la servante. Oui. C'est la servante. L'employé de maison, moi, ça peut passer. Mais aujourd'hui, il est important, plus que jamais, d'aller plutôt dans ce vivier-là et que les personnes soient formées, qu'elles soient qualifiées. Parce que lorsque je paye un service, il faut que j'ai un retour, je l'ai dit ici sur le plateau, que je puisse avoir la satisfaction. Ça, c'est important. Mais est-ce que quand ces personnes sont formées, on a les mêmes tarifs? Parce qu'aujourd'hui, on a des personnes qui viennent faire le ménage à la maison comme elles peuvent. Hein, et je pense que ça tourne autour de 25 000, 35 000. Mais pour une personne qui est formée, ça doit coûter cher, n'est-ce pas? Alors, il faut comprendre qu'aujourd'hui, nous avons le SMIG. Pour quelqu'un qui travaille chez vous, et ça aussi, c'est très important. Les personnes travaillent
elles ont ce métier-là. C'est un métier. Donc, elles vont monter en puissance pour certaines. Et le fait qu'elles soient là, il faut qu'elles soient déclarées. Parce que vous-même qui les employez, vous êtes en danger. Parce que ne pas pouvoir déclarer la personne, si elle a un accident, lorsqu'elle retourne et tout encore, ça vous retombe dessus. Si elle a volé, si il y a des choses et tout. Mieux vaut, elle prend la sauce en pleine figure, d'accord? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la soigner. Pas dans son salaire, parce qu'elle travaille chez vous, et tout. Et donc, je pense qu'il serait bon que ceux qui emploient ces personnes puissent, n'est-ce pas, mettre tous ces garde-fous-là. Qu'elles passent par une structure, mais qu'elles passent par chose, qu'elles se disent, bon, mieux vaut que je sois tranquille, que je n'ai pas de problème, que je mette tout cela, et puis, bon, tranquillement, lorsqu'il y a un problème, la CNPS et toutes les structures, là, elle met son argent de côté parce qu'elle sait que l'aura chose. Alors, c'est important de le dire, mais aujourd'hui, c'est malheureux. Ces personnes-là, elles sont laissées pour compte aujourd'hui. Elles sont laissées pour compte. Elles pensent que, oui, elles sont rejetées. Vous arrivez dans tous les quartiers, et surtout avec tout ce qui se passe dans notre pays, avec toutes ces personnes qui arrivent. Ces personnes ont besoin d'avoir des personnes qui sont qualifiées dans le travail, pas des personnes qui ne sont pas en mesure de le faire, parce qu'il faut changer à tout moment et tout ça. Et donc, la personne, je le dis, c'est pas toutes les bourses. Aujourd'hui, Naomi peut décider, bon, ok, moi, dans cette semaine-là, je vais trouver une assistante qui va venir peut-être pour 2 heures d'entretien, de travaux chez moi pour le repassage, parce que lorsqu'elle va faire le repassage, elle est formée. Parce que, Naomi, il faut que je t'explique. Cette formation-là, il y a la rapidité et il y a la qualification. Donc, la personne qui va savoir faire le ménage, qui va faire ton repassage, ton employé qui va faire le repassage, qui va faire le repassage, elle va mettre du temps, donc tout ça, on aura le temps de voir. Voilà. D'accord. En tout cas, c'était, j'ai envie de dire, l'introduction concernant les services à la personne. On va se retrouver lundi prochain, par la grâce de Dieu, toujours pour le monde de l'emploi. Et puis nous, on a envie de saluer toutes les assistantes ménagères, les bonnes assistantes ménagères qui font bien leur travail. Amis téléspectateurs, avec beaucoup de plaisir, on va se retrouver demain avec Orokia Sissoko, toujours à la réalisation. Bonne journée sur RTI1.